parole est à Monsieur Pierre-Yves Collombat. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, chers collègues, j'espère, à cette heure tardive, que le lobby des ragondins ne m'en voudra pas. Mon propos portera exclusivement sur ce qui me semble être l'apport le plus intéressant et le plus novateur de ce projet de loi, les dispositions du chapitre 1 du titre 2 relative à la protection des espaces agricoles et naturels périurbains. Je suis un petit peu étonné d'ailleurs qu'on n'en ait pas plus parlé. Sujet trop peu médiatique, probablement. Il s'agit pourtant d'un sujet vital pour une bonne partie du monde rural, la plus peuplée, celle où la poussée démographique se fait le plus sentir et qui vit une véritable mutation. Ce texte apporte une réponse qui a sa logique. Reste à savoir si cette réponse est à la hauteur des enjeux. Reste, si elle ne l'est pas, à apporter des éléments de solution. Un problème essentiel, disais-je. Les communes rurales périurbaines couvrent 30% du territoire national. Elles représentent 30% aussi de la surface agricole utile et 35% des exploitations, dont les tailles sont comparables à la taille moyenne nationale. Vu la pression foncière, la SAU y diminue 4 fois plus vite que dans le reste du territoire. Certaines régions, certains départements sont si affectés que l'équilibre précaire entre les usages urbains et agricoles du sol, qui donnent à ces territoires leur caractère encore rural, cet équilibre précaire, dis-je, est proche de la rupture, quand ce n'est pas déjà fait. L'exemple de mon département, le Var, est particulièrement significatif. On constate en constante diminution depuis les années 50, l'agriculture varoise n'occupe plus que 12,5% du territoire départemental. C'est un seuil de rupture. Si le mouvement se poursuivait, cela signifierait un changement qualitatif pour le Var. La perte ne serait pas qu'économique, c'est l'espace lui-même, les paysages qui ne seraient plus entretenus, avec l'impact qu'on imagine sur l'activité touristique et, vous le savez comme moi, les risques en matière d'incendie de forêt. D'ailleurs, très consciente du danger, la Chambre d'agriculture du Var, avec pour partenaires les autres chambres consulaires, les associations d'élus, le Conseil général, les services de l'État, vient d'élaborer une charte de protection et de gestion des territoires départementaux à vocation agricole. Il n'a pas de valeur réglementaire, il repose sur des engagements volontaires des collectivités territoriales, mais c'est un signe fort de ces préoccupations. Alors, ce texte a été bien amélioré au cours de la discussion parlementaire et sur des points essentiels. Je le reconnais. Le dispositif proposé a sa cohérence. Je crains cependant, et je voudrais aller à l'essentiel, qu'il ne soit pas à la hauteur des enjeux. En un mot commençant, on n'arrêtera pas la marée de l'urbanisation, encore moins celle de la spéculation foncière, avec un filet réglementaire et sans en confier la mission directement aux principaux intéressés, à savoir les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale. Le texte se veut une réponse à la disparition accélérée en secteur périurbain, à la fois des espaces naturels et du foncier agricole. Or, il s'agit de deux problèmes très différents. Pour les espaces naturels, des mesures réglementaires de protection et des programmes d'action relativement allégés suffisent. Il en va tout différemment du foncier agricole. L'objectif n'est pas seulement d'empêcher l'urbanisation, mais d'assurer la pérennité d'une activité économique dont les contraintes sont très particulières. Si des mesures réglementaires peuvent bien interdire de construire en zone agricole, celles-ci ne sont agricoles, à la différence des espaces naturels, qu'autant qu'il y a des agriculteurs pour les exploiter. Or même dans des territoires particulièrement riches, je pense par exemple, encore dans mon département, celui des vins de Bandol, dans ces secteurs en danger, on ne peut pas ne pas faire que la culture la plus rentable ne demeure celle de la maison et des lotissements. Le risque majeur est donc qu'à la cesssion d'activité de l'exploitant, s'il n'y a pas continuité familiale de celle-ci, les terrains n'aillent à la friche en attendant des jours meilleurs. Les écarts du prix du mètre carré en terre agricole et en terre constructible sont tels qu'un propriétaire non exploitant y a intérêt
et ma foi, on le comprend. Sans implication forte des collectivités locales directement concernées, les communes et leurs EPCI, on ne préservera pas l'activité agricole, on multipliera les friches, jusqu'au jour où, face à la pénurie foncière, ne serait-ce que pour de bonnes raisons, à des fins publiques, logements, équipements collectifs, zones d'activité, etc., on débaptisera ces terrains inutiles, voire occupés sans titre. Si ce n'est juridiquement pas possible, eh bien, les friches resteront ou seront aménagées en parcs de loisirs, mais l'activité agricole ne reviendra pas. S'il s'agit de protéger, l'acteur principal du dispositif peut être le département. Il le fait déjà pour les espaces naturels sensibles. S'il s'agit de réguler la transmission des terres agricoles entre des exploitants qui entendent le rester, les affaires sont là. S'il s'agit d'installer de nouveaux agriculteurs sur des terres sans repreneur classique pour qu'elles demeurent agricoles, il en va tout autrement. Confier cette mission de sauvegarde de l'outil agricole en zone périurbaine aux communes et à leurs EPCI plutôt qu'aux départements ne serait pas seulement cohérent juridiquement parlant, c'est la condition de l'efficacité. L'urbanisme est de la compétence des communes et de leurs EPCI, voilà pour la cohérence juridique. Il serait logique, et une fois encore plus efficace, de confier la délimitation des périmètres d'intervention prévus au présent projet de loi en priorité aux EPCI et syndicats mixtes chargés de l'élaboration et de la mise en œuvre des SCOT, et en leur absence au département. Dans ce cas, bien sûr, une délimitation à la parcelle qui est possible serait nécessaire. Et deuxièmement, de donner aux communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale la capacité d'initiative et d'intervention en matière d'acquisition dont dépend le dynamisme du dispositif. Alors, je n'ignore pas que cette question a déjà été débattue et cette option écartée par le gouvernement. Je souhaite cependant qu'on y revienne car la cohérence des dispositions des articles 19 et 20 ne suffit pas à garantir leur efficacité. C'est pourquoi nous avons déposé des amendements en ce sens. Encore une fois, nous devons faire face à la lame de fond de la périurbanisation et de la spéculation foncière qui va avec. Il ne s'agit pas seulement de préserver des espaces de nature pour la récréation et l'équilibre psychique des citadins, mais de la pérennisation d'une activité aux dimensions tout à la fois économiques, patrimoniales et écologiques. Sans l'implication en première ligne des principaux intéressés, communes, communautés d'agglomération et communautés de communes, eh bien, je suis désolé de vous dire, nous courons à l'échec. Merci, mon cher collègue.